Bonjour, aujourd'hui c'est le 13 septembre, je trouve que c'est une super date. C'est comique parce que je me disais, quand j'ai appris que ma réédition de ce livre sortait bientôt, je me disais que c'est cocasse et triste en même temps, parce que la première édition de ce livre-là, Madame Payette, Lise Payette, l'avait préfacé. Et le jour que j'ai appris sa mort, j'ai aussi appris qu'il venait d'être réimprimé. Alors ça m'a fait, je voulais vous le dire, ça m'a fait un petit pincement au cœur, tout ça. On va parler, vous vous en doutez bien, de sexualité. C'est quoi la sexualité? Je vais essayer d'être à la fois une messagère et une médiatrice. Je vais vous livrer des messages, des tactiques, des trucs pour aborder la sexualité avec vos enfants de 0 à 18 ans. Évidemment, à 0, on ne leur parle pas trop, là, mais jusqu'à 18 ans, à peu près. Et je vais essayer de faire de vous, à votre tour, des messagers. Donc, ce que je souhaite, c'est être une sorte de médiatrice entre vous et vos enfants et vos adolescents. De ce temps-là, il y a comme une mode, hein? On a l'impression que c'est la mode, qu'on parle de sexe partout, que c'est omniprésent, on en mange, on en voit, on s'inquiète, l'éducation sexuelle à l'école, ça fait la une, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on le fait, qui le fait. Alors, ça redevient à la mode parce qu'il y a des réalités, parce qu'il y a des réalités culturelles autour de ça, sociales, qui viennent nous ébranler un peu. Alors, qui suis-je pour oser vous parler de ça? Moi, Josiane Robert, je ne m'étais pas présentée, je le fais. Ben, je suis sexologue, je suis auteure, puis ça fait 30 ans que j'en parle. Alors, des fois, les gens me disent, vous n'êtes pas tanné de parler de ça, c'est toujours la même chose, la sexualité. Eh bien non. C'est-à-dire que la sexualité, c'est toujours passablement la même chose. Mais le contexte culturel change tellement qu'il a fallu, pour faire paraître cette réédition-là, que j'enlève une centaine de pages et que j'en ajoute une centaine. Tellement depuis 2000, le tournant de l'an 2000, les choses ont changé. Les choses ont changé et pas tellement pour le mieux. On va en parler un petit peu parce que c'est ça qui fait peur aux parents, c'est ça qui les inquiète et c'est là-dessus qu'ils ont besoin d'être rassurés. Des fois, on me dit, c'est normal la sexualité, pourquoi on en parlerait? C'est normal, ça arrive comme ça, avec la vie, avec la naissance, avec le corps. C'est vrai que c'est naturel, hein? J'aime mieux dire naturel que normal, mais comme tout ce qui est naturel, ça peut se déglinguer, ça peut s'apprendre tout croche. Prenons la santé. Si on ne fait pas attention à notre santé, ça se déglingue habituellement. Puis la santé, c'est naturel. Et des fois, on est malade, puis on a besoin de consulter, puis on a besoin de se faire rassurer sur ce qui va, puis sur ce qui ne va pas. Et puis quand on dit, comme je viens de le faire, on parle toujours de sexualité, qu'est-ce que c'est ça, pourquoi toujours parler de sexualité? Mais c'est pas vrai. On ne parle pas toujours de sexualité. Je vais volontairement utiliser des mots un peu populaires, peut-être même vulgaires. Ce qu'on voit beaucoup ces temps-ci, c'est du sexe, c'est de la pornographie, c'est du cul, mur à mur. C'est une sexualité de consommation, de performance, de mécanique, qui n'a rien à voir avec une sexualité relationnelle, érotique, hein, qui n'exclut pas le plaisir, mais qui serait axée sur la relation, le désir, le goût de l'autre, le goût de la joie, plus que sur il faut que je jouisse absolument de cette façon-là parce que c'est le même que ça se passe, etc. Alors, quand on dit qu'on parle beaucoup de sexualité, c'est pas vrai. Ce qu'on dit, au fond, on passe notre temps à dire, faut en parler. Faut parler à nos enfants. Mais on répète qu'il faut en parler, à peu près sans jamais le faire. C'est la même chose à l'école. Hein? C'est des années qu'on parle d'un retour, d'un dialogue, d'un échange, d'une éducation à la sexualité, mais on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas parce que c'est difficile. On le fait pas parce qu'on pense que nos jeunes savent tout. On ne le fait pas parce qu'on n'est pas fin et qu'on est de mauvaise foi. On ne le fait pas parce qu'on ne sait pas comment faire. On a l'impression qu'ils savent tout. On a l'impression qu'ils n'ont pas envie de nous écouter. On a l'impression qu'on est complètement dépassé par les choses. Puis des fois, on l'est. Je m'inclus là-dedans. Les choses sont allées trop vite. Les changements qui sont survenus au cours des 15, 20, 30 dernières années ont déboulé et on n'a pas eu le temps de les voir venir. On n'a pas eu le temps de voir venir que tout à coup la pornographie serait partout.
On n'a pas eu le temps de voir venir l'impact qu'aurait, par exemple, Internet, nos téléphones, nos jeunes avec leur téléphone dans la poche, la pornographie qui pop-up un peu partout, sur le web, même quand on n'a pas du tout envie de la voir. On est sollicité, on est confronté à rencontrer des images sexuelles qui ne sont pas toujours des images qui sont très efficaces, qui sont très alléchantes, mais qui ne sont pas toujours des images, comment dire, qui aident à se construire sainement. Alors, c'est important de se demander qu'est-ce que je peux faire, moi, comme parent. Moi, mes livres, mes propos s'adressent bien sûr aux éducateurs et à tout ce monde-là, mais surtout à vous, les parents, parce que vous êtes toujours le premier intervenant, la personne la plus significative, même si vous pensez que vous n'avez plus aucune influence. Toutes les recherches, les études le montrent, les adolescents, les enfants souhaitent que leurs parents soient plus ouverts sur la sexualité. Ils souhaiteraient en parler davantage avec eux, qu'il y ait plus de communication sur ce sujet-là. Alors, c'est peut-être important de se demander, avant d'aller plus loin, c'est bien beau de dire « parlez-leur d'amour et de sexualité ». Tiens, ça me fait penser. Quand je parle d'éducation à la sexualité, je choisis l'expression la plus courte. En fait, on devrait dire éducation à la sexualité, à l'affectivité, à l'égalité, à la dignité. Ça serait trop long. Alors, on dit parler-leur d'amour dans le sens de respect. Hein? Amour dans le sens très large de respect, de relation, de vrai désir, de consentement. Mais dans mon esprit, quand je dis le mot sexualité, je veux qu'on se comprenne bien, comme je le fais dans mes conférences avec plein de vrai monde autour, là. Je sais que vous êtes du vrai monde, là. Ce que je veux dire, c'est que la sexualité, elle est intimement liée à l'affectivité et que pour atteindre la personne, il faut aller le rencontrer dans ses besoins et dans ses besoins surtout d'être rassuré. C'est pas tout d'avoir des connaissances, encore faut-il être rassuré à partir de ces connaissances-là. C'est ça le besoin principal des jeunes et des moins jeunes, être rassuré. Alors, c'est quoi la sexualité? Je pense que c'est important de se poser la question. Peut-être que vous y avez jamais réfléchi. C'est un mot qu'on voit partout. C'est quoi la sexualité? La sexualité, d'abord, c'est une réalité. C'est là, depuis la naissance, ça finit avec la mort. C'est pas vrai que ça commence à 10 ans et que ça finit à 50 ans. Alors, c'est une réalité qui est présente dans la personne, dans la société aussi, dans l'univers. Ça s'exprime à travers l'art, à travers la culture, mais ça s'exprime à travers d'abord la personne, de la naissance à la mort. Quand je dis ça, ça me donne envie de vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de cette maman, dans la trentaine, qui a un petit garçon de 2 ans. Elle est très inquiète parce que elle trouve que son petit bébé, il est toujours en érection. Ça n'a pas d'allure, pas moyen de faire sa toilette, change sa couche, bang, il y a toujours le pénis dans les airs. Mon Dieu, il va devenir un obsédé sexuel, cet enfant-là. Alors, cette maman, pour se rassurer, décide d'aller consulter son vieux médecin de famille. Chanceuse, elle a un médecin de famille. Elle va consulter son vieux médecin de famille, puis elle dit tout ça, docteur, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que vous donneriez pour ça? Il est toujours en érection, pas moyen de changer sa couche, de faire sa toilette, de faire des petits câlins. Le médecin a écouté attentivement, réfléchi. Il finit par répondre, moi, madame, pour ça, je donnerais ma BMW, mon bateau à voile et ma maison de campagne. Bon, je ris toute seule, j'espère que vous riez à la maison. Morale de cette naïve histoire de sexe, hein, qui est toute simple. Qu'est-ce que ça dit, cette histoire-là? Ça nous met devant une situation où on est avec 3 personnes. Un bébé de 2 ans, une maman dans la trentaine, une femme, et un homme vieillissant, qui tous les 3, à leur manière, expriment leur sexualité. On est devant un enfant qui réagit sexuellement, érotiquement, génitalement aussi, à des contacts que son corps aime. Son corps codifie ces contacts-là comme agréables. Alors, il y a une réaction normale. En passant, les filles aussi ont des réactions sexuelles génitales. On les voit moins. Ça saute moins aux yeux, mais elles sont là quand même.
bon, je ne vais pas m'allonger, m'étendre trop longtemps là-dessus, mais je pourrais vous en parler longtemps. Dès la vie intra-utérine, le fœtus a des réactions sexuelles génitales, on le sait maintenant. On est devant une mère, aussi une femme, qui exprime sa sexualité, ses valeurs sexuelles, à partir de son inquiétude. Hein, si elle est inquiète comme ça, c'est sûr que c'est parce qu'elle a intériorisé des idées sur la sexualité qui ne sont pas claires, qui ne sont pas justes. C'est une forme d'ignorance, hein, si elle ne sait pas que les enfants ont des réactions sexuelles. Alors, elle s'imagine tout de suite que son enfant n'est pas normal, puis qu'il va devenir, que c'est inquiétant, là, puis il faut regarder, il faut voir ça de près. Et puis, on a un homme vieillissant qui, je sais pas, moi, 75, 78 ans, qui, par sa réaction, nous montre combien, parfois, il doit fantasmer de ses capacités sexuelles passées. Il est toujours aussi sexuel qu'avant, la preuve, ce qui est sa réaction, mais ça se passe pas différemment. On est moins dans la performance à 75 qu'à 20 ans, c'est bien évident. Alors, donc la sexualité, c'est là tout le temps, c'est une énergie de vie. Au départ, c'est neutre. Au départ, la sexualité, on vit au monde, c'est là. Et tranquillement, ça va prendre des couleurs. C'est-à-dire que la sexualité, si elle est neutre au départ, elle va rapidement contribuer à enrichir l'enfant, à enrichir l'estime de soi, à être fier d'être un garçon, être fier d'être une fille. Ou, au contraire, elle va appauvrir. Donc, elle ne reste pas neutre. La sexualité, c'est une source de croissance, de développement, de mieux-être. Ça peut aussi être une source d'appauvrissement, d'être moins bien. Une source de baisse d'estime de soi. C'est important de savoir ça parce que nous, parents, on a un impact là-dessus. On a une influence sur la manière d'accompagner l'enfant pour que sa sexualité, sa réalité sexuelle s'intègre à l'ensemble de sa personne et fasse de lui quelqu'un qui est mieux dans sa peau, dans sa tête, dans son cœur, de fille ou de garçon. Ça, c'est fondamental. La sexualité, bon, c'est à peu près ça, en gros. Alors, c'est important de retenir ça. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir que l'éducation à la sexualité, c'est quoi, au fond? L'éducation à la sexualité, ça a l'air didactique. C'est une expression un peu plate. Ça veut dire, comme parents, faire le mieux possible pour accompagner notre enfant avec sa sexualité. Et pour faire de notre mieux, comment on fait ça? Premièrement, si j'avais un tableau, là, je dirais 1. Examen de conscience. Qu'est-ce que j'ai reçu, moi, comme message sur la sexualité? Quelle éducation sexuelle j'ai eue? J'essaie de m'en souvenir. Qu'est-ce que je veux transmettre à mon enfant maintenant? Qu'est-ce qui m'insécurise? Qu'est-ce qui me crée de l'angoisse? Qu'est-ce qui me met mal à l'aise? Pourquoi je suis mal à l'aise de constater que ma petite fille ou mon petit garçon se masturbe? Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal en passant. Est-ce que c'est normal qu'il ne le fasse pas? Oui, c'est normal aussi. Hein? Il n'y a pas gros de recettes ou de vérités universelles. Alors cet examen de conscience-là, c'est important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'identifier vos limites, d'identifier ce qui vous dérange, ce qui vous fait mal, et d'être beaucoup. C'est fondamental, c'est la première étape pour être plus à l'aise avec le sujet. De se rendre compte de ce qu'on a intériorisé comme image, comme message. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais enfant, ça fait bien longtemps, le message qui était véhiculé sur la sexualité autour de nous, dans l'école, dans la société, c'était à peu près ceci, dans la culture qui dominait à l'époque, c'était à peu près ceci. La sexualité, c'est sale, c'est péché, c'est une époque très religieuse, c'est péché, mortel. C'est honteux, c'est dégueulasse. La sexualité, c'est l'enfer. Garde ça pour la personne que tu vas aimer vraiment. Imaginez-vous un message. Pouvez-vous imaginer un message plus trouble, plus double et plus ambivalent et plus angoissant que celui-là? Ça n'a aucun sens. La sexualité,
c'est beau, c'est merveilleux. D'une part, on disait ça, puis en même temps, on disait c'est dégueulasse, c'est sale, garde ça pour la personne que tu vas aimer. Ça n'a aucun sens. On ne se rendait pas compte de ça. Je ne veux pas culpabiliser personne, mais c'est ce qu'on a intériorisé. Comment voulez-vous être à l'aise après, quand vous vous mariez ou quand vous avez vos premières relations sexuelles, avec quelque chose qui vous a été présenté comme dégueulasse, mais qui fait partie de l'amour en même temps? C'est sûr qu'on ne transmet plus ce genre de message, hein, que ma génération, nous avons là, bien avalé, bien intégré. Mais il y en a eu d'autres, presque toujours aussi paradoxales, presque toujours aussi contradictoires. Je pense par exemple aux l'accompagnement et l'éducation sexuelle qu'on offrait aux enfants dans les années 80. Qu'est-ce qu'on leur disait? La plupart du temps, d'une part, on disait « Ah, on a un programme d'éducation sexuelle à l'école beau et bon ». D'autre part, les parents disaient « Ah, moi, je fais l'éducation sexuelle de mes enfants. » D'accord, qu'est-ce que vous faites? Ben, je le préviens des abus sexuels, je le préviens des agressions, je lui dis qu'il peut attraper le sida, puis que c'est pas, ça peut arriver à tout le monde, puis je lui dis qu'il y a plein de maladies, puis faire attention de ne pas tomber enceinte parce qu'à 14 ans, 15 ans, c'est pas drôle. Puis je lui dis tout ça. Ça, c'est l'éducation sexuelle par la négative. Où est la partie joyeuse, folichonne? Le plaisir est tabou, même en 2018. Ce qui n'est pas tabou, c'est la performance. C'est « je bande, donc je suis ». Il bande, donc je suis. Ça, c'est épouvantable, mais c'est un petit peu ça le mot d'ordre en ce moment chez les jeunes, le leitmotiv. Alors, la sexualité, la plupart du temps, c'est ça, c'est comme ça qu'elle a été communiquée. Et je pourrais prendre chaque étape historique depuis 1950, c'est toujours presque un message double, un message trouble, un message anxiogène, et c'est souvent faux. Le plaisir est suspect, c'est pas vrai qu'on vit dans une société de plaisir. C'est pas vrai qu'on vit dans une société où on parle d'amour et de sexualité. On se raconte des histoires. Je vous donne un exemple qui illustre bien que on ne parle pas des vraies affaires dans l'univers de la sexualité. Une question qui revient tout le temps, dans toutes les conférences que je donne aux parents. Immanquablement, il y a quelqu'un à la fin qui dit, papa ou maman, ma petite fille ou mon petit garçon est entré dans la chambre, on est en train de faire l'amour, on est en plein milieu de nos ébats sexuels. Ça n'a pas de bon sens, on ne l'a pas vu venir. Si vous aviez vu dans quelle situation il nous a pris, on ne savait plus quoi faire. D'accord. Est-ce qu'on l'a traumatisé, vous pensez? À chaque fois, je réponds, de toute évidence, sûrement moins que vous. Hein? Parce que la réaction est tellement excessive. Et je leur dis, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? On va essayer de voir si vous l'avez traumatisé. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on lui a expliqué. On a arrêté, évidemment. Puis on lui a expliqué. Puis il avait expliqué quoi? On lui a expliqué l'ovule, le spermatozoïde, la grossesse, le bébé, la naissance. La césarienne avec ça. Vous avez expliqué ça, d'accord? Est-il en train de faire un enfant? Non. Non, on n'a plus d'enfant, on en a deux. Non, on est en train de faire l'amour, tout simplement. Alors, qu'est-ce que le spermatozoïde et l'ovule est venu faire dans votre réponse? La réponse simple, rassurante, aurait été de dire « Ma chérie, on a l'air fou, hein? Mais rassure-toi, on se fait plaisir, on joue. » L'enfant comprend à ce moment-là, parce que lui-même, quand il joue, il a l'air fou, il fait des culbutes, puis il est tout essoufflé, puis et il est rassuré, puis il retourne dans sa chambre faire son petit dodo. L'ovule, le spermatozoïde, avait rien à voir là. La question, c'était pas comment tu es en train de faire un bébé, puis comment ça se passe. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on est incapable de parler du plaisir. On parle des faits factuels, fécondation, bébé, ovule, spermatozoïde. Ou on ment carrément. Puis là, je me répète, je ne dis pas ça pour qu'on se sente tous coupables, là, je dis ça parce qu'on n'a pas appris. Combien de fois j'entends des parents dire à des enfants, pour faire un bébé, il faut s'aimer beaucoup. C'est faux. C'est une menterie. On n'a pas besoin de s'aimer pour faire un bébé. On le sait, il y a plein de filles qui deviennent enceintes après avoir vécu une agression sexuelle. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler d'amour. L'amour, c'est une valeur, on la privilégie. Oui, parlons-en. Parce qu'on s'aimait, on a voulu avoir un enfant, peut-être. Parce que moi, je
pense à une mère qui aurait un enfant seul. Moi, j'avais beaucoup d'amour à donner, puis j'avais le goût d'avoir un enfant. Alors, j'ai voulu t'avoir. C'est super important. On peut parler d'amour, mais l'amour ne doit pas nous faire mentir. Imaginez-vous un enfant qui a toujours entendu ses parents associer amour et sexualité comme quelque chose qui, ça va ensemble, c'est indissociable. Comment peut faire cet enfant-là le jour où il serait confronté à une sollicitation sexuelle de la part de quelqu'un qu'il aime et de qui il est aimé? Impossible. En tout cas, très difficile. Alors, oui, l'amour est une valeur. Oui, on souhaite tous que l'amour soit associé à la sexualité, mais c'est pas vrai que s'il faut s'aimer pour avoir un bébé. Il faut faire attention, prendre dans notre examen de conscience, de se demander, qu'est-ce que je dis là? Est-ce que je suis en train de raconter des balivernes? Hein? Donc, ça, c'est super important. L'éducation sexuelle, ça passe par deux manières. Ça passe par comment vous êtes, quelle sorte d'homme, de femme vous êtes. Qu'est-ce que vous représentez comme homme, comme femme? Quel exemple vous donnez? Puis ça passe par les mots. Des mots qui valorisent. Des mots qui ne diminuent pas. Des mots justes. Tu es une fille et tu as une vulve, un vagin, un clitoris, deux grandes lèvres, deux petites lèvres. Un jour, tu vas avoir des seins. Un jour, tu vas peut-être avoir un bébé. Tu es un garçon et pas tu es une fille parce que tu n'as pas de pénis. Ça, c'est une autre menterie. Puis c'est pas vrai. Et puis, c'est pas gratifiant. C'est comme si on me disait, t'es un... Je sais pas, ça n'a aucun sens. Pensez-y, là, j'ai pas besoin de vous donner d'exemple. Je pense que vous avez compris. Alors, c'est important, de plus en plus l'enfant grandit, de rivaliser avec le message ambiant. Le message ambiant, il n'est pas beau. Le message ambiant, c'est l'hypersexualisation des petites filles. En passant, quand on dit l'hypersexualisation des jeunes, ça me choque, parce que ce ne sont pas les jeunes qui sont hypersexualisés. Ce n'est pas les ados qui sont hypersexualisés, c'est la société. Les ados reflètent la société dans laquelle ils vivent. Pensez-y comme il faut. Mais les messages ambiants, depuis quelques années, c'est ça. Viol, agression, sexualité violente, on l'a vu avec les mouvements MeToo, agression non dénoncée sur la place publique, toutes ces déclarations qui sont sorties. On le voit aussi dans toute la question du consentement. On s'interroge ces années-ci, qu'est-ce que c'est un consentement? Tu sais, quand c'est rendu qu'il faut apprendre, puis il faut le faire à nos jeunes, qu'est-ce que c'est consentir? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mal intégré, là, de mal intériorisé. Oser parler du désir. Moi, je dis des fois à des adolescentes qui me racontent leur veille sexuelle et puis qui se sentent, ils ont l'impression d'avoir été humiliés ou... Je leur dis, mais est-ce que tu le désirais vraiment? Et c'est comme si je parlais chinois. C'est quoi ça, le désir? Ben, le désir, là, c'est quand tu as envie de quelque chose. Tu es tout excité, tu y penses, puis tu es excité sexuellement, puis... C'est ça, le désir. C'est pas, si je le fais, il va m'aimer plus, puis il ira pas voir ailleurs, puis... Alors, apprendre aux jeunes, aux adolescents, il y a deux choses importantes pour les adolescents que je veux que vous reteniez. Il y en a plein, il y en a 10, il y en a 12, il y en a partout dans ce livre-là, mais je veux qu'on en retienne deux pour les adolescents, à partir de 13 jusqu'à 17-18 ans. La pornographie, ils s'en nourrissent. Que vous pensiez que le vôtre est l'exception, là, pas sûr que ce soit toujours vrai, mais bon. C'est là puis c'est pas parce qu'ils sont pas fins, c'est parce que c'est là qu'il y a de l'information accessible. Ils sont des hormones sur deux pattes, à 12, 13, 14 ans. La vibration de l'autobus leur donne des érections. Ils ont besoin de se renseigner, puis ils vont se renseigner là où ils peuvent. La pornographie, elle a tout faux. Alors moi, quand je rencontre les ados, et vous pourriez très bien le faire, je leur explique que la sexualité dans la pornographie, c'est du spectacle. C'est pas la vraie vie. C'est du spectacle, ça rapporte de l'argent, ça excite le monde, c'est très efficace, c'est bien huilé, là, ça fonctionne, là, touc, 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 touc. Toujours pareil, remarquez bien. Mais c'est pas vrai. Et quand j'explique aux jeunes que dans la pornographie, par exemple, on utilise des machines, des pompes péniennes pour que le garçon ait des érections, l'homme ait des érections qui tiennent pendant ad vitam aeternam, éléphantesques, qu'il soit capable de performer pendant de longues minutes, pour ne pas dire de longues heures. Et puis quand j'explique aussi que les filles dans la porno, on maquille leur vulve,
on la roussit, on la lustre, hein, puis il n'y a plus de poils, fait que ça facilite les choses, le poil n'existe plus dans notre société. Alors, donc, c'est tout fabriqué. Et quand je leur dis, vous savez, dans la gorge, là, il n'y a pas un tapisserie de clitoris. Ça se peut pas avoir un orgasme foudroyant en faisant une fellation, ce que nous montre souvent la porno. Eh bien, les ados, là, ils sont dans la salle, ils sont là, et on pourrait entendre voler des mouches. Pas parce que je suis fine, je suis bonne, parce qu'enfin, je leur parle de ce qu'il y en est. Je censure pas, je juge pas, je leur explique des faits réels, scientifiques. Donc, retenez ça. Pour les adolescents qui se nourrissent de porno, ils doivent savoir que ça tout faux. Et deuxièmement, la deuxième chose importante que les adolescents doivent savoir, et que les hommes et les femmes, vous qui êtes là devant moi, devez savoir, c'est quoi la principale différence entre la sexualité des garçons et la sexualité des filles, des hommes et des femmes. Il y en a une, essentielle. La sexualité de l'homme, du garçon, elle est plus automatique. La sexualité de la fille, elle relève davantage d'un apprentissage. Automatisme, apprentissage. Le potentiel est là des deux côtés. Le garçon, qu'il le veuille ou non, votre fiston, là, qu'il le veuille ou non, qu'il se masturbe ou pas, qu'il souhaite, qu'il y pense ou qu'il y pense jamais, tôt ou tard, il va avoir une érection avec éjaculation accompagnée d'orgasme et de plaisir. Ça va lui arriver comme un cadeau du ciel. Chez la fille, au moment de la puberté, c'est pas comme ça que ça se passe. La fille, elle a ses menstruations, ses règles, c'est pas négatif, mais ça, c'est rarement accompagné d'orgasme. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Vous êtes d'accord, les filles? Donc, c'est d'autant plus important qu'ils sachent ça. Il faut leur expliquer que chez la... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut dire à la fille, ben, l'orgasme, le plaisir chez la fille, là, ben, ça s'apprend, il faut l'apprendre. Ça veut dire qu'il faut explorer ses voies érotiques, il faut découvrir son corps, il faut savoir ce qui nous procure du plaisir, il faut savoir le rythme, la pression qu'on aime. Et pour ça, ben, il faut s'explorer d'abord. Et ensuite, être capable de transmettre à l'autre, plutôt que de faire semblant. Transmettre à l'autre. Et puis, les filles, souvent, autour de la puberté, me disent « Ah, c'est pas juste, eux autres, ils ont des orgasmes, ça arrive tout seul, nous autres, on n'a rien. » Vous savez pas rien, les filles. Vous avez cette capacité. Et l'apprentissage, là, c'est pas mal formidable parce qu'on peut toujours apprendre. Je connais des femmes qui ont appris à 30 ans, 40 ans, 50 ans et même 60 ans. On peut toujours apprendre. Et ce qui est formidable aussi, c'est que les filles, une fois qu'elles ont appris, ben, elles sont souvent multi-orgasmiques. Le plaisir, non seulement il est potentiel, mais il est potentiellement plus nombreux. Hein, il peut se répéter. Ça ne veut pas dire que ça arrive à tout le monde. Je ne veux pas créer de nouvelles normes, là, puis de nouvelles... Mais ça se peut. Et ça aussi, quand j'explique ça aux garçons puis aux filles, ils sont « Ah oui, ben oui. » Mais c'est si personne, jamais, ni à l'école, ni à la maison, ne leur explique, on imite le modèle dominant. On fait comme on est censé faire. Et puis, ben, c'est souvent le début, la vie sexuelle des adolescents, malheureusement, d'un grand mensonge collectif qui n'aide pas au bonheur, qui n'aide pas au bonheur du couple, puis au bonheur de la personne seule non plus. Alors, comme parents, c'est important que vous sachiez ça, puis que vous y pensiez de votre côté aussi. Et puis, finalement, vous savez, vous avez un grand, grand, grand pouvoir. Puis je ne dis pas ça pour vous flatter dans le sens du poil. On ne réalise pas combien les parents ont du pouvoir. Et encore là, je sais, vous allez me dire, je ne suis pas capable, je suis mal à l'aise. Vous n'êtes pas capable, vous êtes mal à l'aise? Dites-le leur. Si je dis à mon enfant, je voudrais, à mon ado, oh, j'aimerais ça parler de ça, tu sais, la première fois, bon, la mienne, ça s'est pas très bien passé, puis, bon, je te conterai pas ma vie, là, mais je voudrais tellement que ça se passe bien pour toi, puis je sais tellement pas comment faire ça. Mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, vous venez d'ouvrir une porte. Exprimez ses limites, sans compter sa vie, sans livrer ce qu'on veut pas livrer. Les adolescents adorent ça, parce que ça leur laisse comme message, c'est que derrière le père et la mère que vous êtes, il y a un homme, il y a une femme qui a eu des peines d'amour, qui a eu des difficultés, qui en a encore peut-être. Et ça, l'enfant a besoin de connaître ça, sans devenir l'ami indéfectible et le complice de notre enfant, bien sûr. Alors, osez
après avoir fait votre petit examen de conscience, après avoir identifié un peu vos limites, osez tendre des perches. Ça ne veut pas dire, viens ici mon chéri, on va parler de sexualité, là je sais maintenant qu'il faut que je le fasse. Jocelyne Robert, elle me l'a dit. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Osez. Vous êtes en train de regarder un film, vous trouvez que la scène érotique, c'est pas une scène érotique, vous trouvez que c'est une scène violente, dites-le. Je souhaite que tu ne fonctionnes pas comme ça dans ta relation avec ta blonde. Parce que là, moi, ce que je vois là, ça ressemble plus à une agression. Échangez simplement sur les questions de la sexualité. C'est ce qui est le plus... soyez vous-même. Puis si vous êtes déstabilisé, ben dites-le. Je suis complètement déstabilisé par ta question ou par ta réflexion. Laisse-moi y penser, je vais revenir là-dessus. Soyez attentif au langage non verbal de votre enfant. Les adolescents, ça parle pas beaucoup, hein. Si vous choisissez un moment pour lui parler de sexualité, puis que votre fille se met... oubliez les bras croisés, là, moi je crois pas ça que ça veut dire de la fermeture, les bras croisés. Mais si elle commence à se regarder les ongles, puis elle regarde la terre tout le temps que vous lui parlez, ben c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment. Ou si votre adolescent se joue dans les cheveux puis regarde au plafond, c'est peut-être pas le moment. Alors, soyez attentifs. Développez une sorte de sensibilité au moment propice pour aborder des questions avec lui ou avec elle. Une chose importante que je voudrais vous dire, dont je voudrais parler quelques instants, c'est la notion de normalité. Je l'ai effleuré un petit peu. Presque toutes les rencontres, conférences, lettres, courriels que je reçois se terminent par une question sur la normalité. Suis-je normal? Et ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de normalité avec un grand N. Il y a, selon qu'on chausse une lunette biologique, médicale, anthropologique, culturelle, statistique, on va avoir une normalité différente. Alors moi, la normalité que je vous propose, toujours dans tous mes livres, mais dans celui-là en particulier, c'est une normalité qui est humaniste, qui est basée sur le respect, le consentement, la dignité, la réciprocité. Donc, la sexualité, tant qu'on se respecte et qu'on respecte l'autre, tant que c'est consenti, tant qu'on se fait plaisir, dans la responsabilité, qui peut être joyeuse, ben ça, c'est de la normalité, à mes yeux, à moi. En terminant, ce que j'aurais envie de vous dire, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui va se passer à l'école, c'est dans l'air du temps, l'éducation sexuelle à l'école. J'ai envie de vous dire, informez-vous. Allez aux conférences, allez-y. Allez voir qu'est-ce qu'on va proposer à vos enfants de manière à être d'accord, ou plus ou moins d'accord, de manière à être complémentaire. À dire, ah, moi, qu'est-ce que je vais amener pour compléter ce qui va se dire à l'école? Informez-vous aussi que les personnes qui donnent l'éducation à la sexualité ou la donneront soient formés dans la mesure du possible, ce qui ne sera peut-être pas le cas, mais qui soient au moins à l'aise et qui aient envie de le faire, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être mal à l'aise, puis de ne pas se renseigner, puis de ne pas se former, puis de faire n'importe quoi. Il y a 2 personnes récemment qui me disaient, un jeune garçon, 15-16 ans, qui me disait l'autre jour, notre prof, dans un cours de biologie, nous a montré une planche anatomique. Il y a un jeune garçon dans la classe, c'est ce que me racontait mon petit beau-fils, un jeune garçon dans la classe, puis il dit, le clitoris, il n'est pas là, c'est pourquoi qu'il n'est pas là? Ben, il dit, il devrait être là, c'est parce que c'est une ancienne planche anatomique, bon. Puis il y a un autre garçon dans la classe qui dit, puis ça sert à quoi? Fait que le professeur, il dit, bah, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, je blague pas, là. Je n'invente pas, ça m'a été raconté il y a quelques mois par un garçon qui a eu un cours de biologie. Et je me suis dit, mon Dieu, j'espère que j'ai plaint sa femme pour commencer. Là. Bon, je blague un peu, mais c'est pour dire qu'on peut faire du tort. C'est un mensonge, hein, ça sert à quelque chose. Ça a une unique fonction qui est celle du plaisir. C'est vrai que ça n'a aucune autre fonction. C'est le seul organe humain. Il n'y en a pas d'organe humain chez l'homme qui a juste une seule fonction. Il y en a un chez la femme, c'est le clitoris, qui n'a pas d'autre fonction que le plaisir. Et encore récemment, il y a une jeune femme, la trentaine, qui me disait... qui me racontait que quand elle était adolescente, à l'école, son prof avait dit, c'était un prof aussi, dans je ne sais pas quel cours, qui avait dit l'inceste, c'est quand ton père te chatouille. Et je veux souligner que je ne dis pas ça pour dire que ces gens-là sont des imbéciles. Là. Je dis que ces gens-là n'étaient pas à l'aise avec le sujet, ils ne savaient pas quoi faire. Alors, la fille, la jeune fille, qui est une femme maintenant, son père la chatouillait toujours quand il se chamaillait, il la chatouillait derrière les genoux.
Et puis la fois suivante, il l'a chatouillé derrière les genoux, elle a hurlé. « Arrête, maudit incestueux! » Alors, on ne réalise pas le tort qu'on peut faire en éducation à la sexualité si on le fait sans le moindrement avoir des connaissances, être formé, avoir de l'aplomb et de l'aisance avec le sujet. Alors, informez-vous de ça. Osez avec vos adolescents en parler. Vous avez peur de vous tromper? Dites-vous que se tromper, c'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est de ne pas tromper les autres qui sont devant vous. Et puis, ben, je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que vous n'avez pas de questions. En tout cas, j'en entends pas. Mais si jamais vous en avez, toutes les réponses, ou toutes les pistes des réponses, sont là-dedans. J'en suis presque certaine. Merci. Ciao.